Aujourd'hui, ce que je vais vous présenter, c'est donc une perspective, une comparaison entre deux communautés que j'ai étudiées. Donc la communauté portugaise, qui est justement la communauté que j'ai étudiée pour mon doctorat, et le résultat de cette étude a été publié ensuite dans un livre. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas vraiment la thèse. Vous savez bien que quand on passe au moment de l'édition et de la publication, on m'a fait enlever quand même un bon chapitre de méthodologie et le résumé en 3 pages ou 4, je ne sais pas. Enlever tous les exemples et en garder seulement un pour pour démontrer ce que je veux dire par rapport au changement de la langue, etc., etc. Et la communauté italienne, en fait, c'est le projet que j'ai réalisé en postdoc, entre autres en accueil ici au CRIEM, et qui va être probablement publié un livre du même genre à la fin de l'année prochaine, normalement en 2025. La communauté italienne, entre autres, je vais ouvrir une petite parenthèse, a pris beaucoup plus de temps parce que c'est une communauté beaucoup plus complexe à étudier, mais comme vous savez, il y a eu la Covid aussi, donc mes allers-retours ont été un petit peu plus compliqués et donc je n'ai pas pu étudier comme je voulais la communauté. Pour la publication du livre, bien que le livre ait été terminé il y a 1 an, je suis en processus de présentation d'un dossier d'HDR en France et donc je vais utiliser ce moyen pour présenter ma monographie en termes d'analyse pour la proposer à des collègues en France pour avoir cette habilitation qui va me permettre de diriger des thèses de doctorat par la suite, au moins en Europe. Je sais bien qu'ici, ce n'est pas le cas. Je vais commencer ce petit voyage par une petite présentation. Je sais bien que le public, peut-être, il y a des linguistes, mais pas que. Donc, je suis linguiste, sociolinguiste. Je ne veux pas trop vous faire des cours de linguistique ici, mais on va essayer justement de voir comment ces deux communautés peuvent être complémentaires, mais aussi comment elles peuvent être très divergentes du point de vue de la langue. Je parlais tout à l'heure avec Annick, c'est vrai qu'elle a travaillé beaucoup sur les communautés à Montréal, mais du point de vue de la langue qui est vue, on a parlé de sémiotique, donc la langue qui est vue dans ces quartiers. Moi, en plus de ça, parce que j'ai travaillé un petit peu sur le paysage linguistique aussi et comment la langue existe dans ces espaces, je travaille aussi sur comment la langue elle est audible dans ces espaces. Et c'est pour ça qu'on va faire un voyage non seulement par la vue, mais aussi par l'ouïe. Après cette petite présentation, on va voir ces contextes et le pourquoi du choix de ces deux communautés et surtout ces deux communautés au sein de la ville de Montréal. C'est sûr, on va passer un petit peu par la méthodologie pour expliquer de quelle façon je vous propose mes pistes d'analyse et on va terminer par les résultats. Bien sûr, à la fin, il y aura l'espace pour une discussion et des questions que je vais vous proposer. Normalement, j'ai pensé à 6 différentes questions. Avant de commencer, j'ai mis cette photo du trottoir que j'ai trouvé sur le chemin de la côte Sainte-Catherine qui montre un petit peu Montréal. J'ai beaucoup de discours sur Montréal et aussi la vie urbaine à Montréal parce que les trottoirs sont cassés, les routes sont cassées, etc. Je pourrais faire un autre livre par rapport aussi à l'intégration de ces communautés dans la vie montréalaise. Et Montréal, c'est un contexte aussi très intéressant. En 2014, Rémi Sen et Remke ont publié, ont parlé de Montréal comme la place de la montréalologie sociolinguistique. On pourrait faire vraiment de la météologie à niveau de la ville de Montréal, tellement à niveau de la richesse sociolinguistique, on pourrait faire des études dans n'importe quel coin de cette ville passionnante. Comme je vous disais tout à l'heure, mes 2 projets principaux sont la communauté portugaise et la communauté italienne de Montréal. Le premier projet a commencé en 2011 et terminé en 2016 avec la publication du livre en 2019 et le deuxième a commencé en 2019. Justement, à la fin du premier projet de publication, quand tout le monde me disait en tant qu'Italien, pourquoi tu t'es intéressé à la communauté portugaise et tu ne nous as pas considéré. Donc là, j'ai eu un petit peu la pression de devoir m'intéresser à une communauté que je n'avais pas vraiment voulu étudier. Parce que la première fois que je suis venu à Montréal, en 2011, j'ai travaillé comme professeur d'italien à l'hôpital Santa Cabrini. Je donnais des cours d'italien aux
aux infirmiers, aux infirmières et aux médecins. Et j'ai vite découvert qu'il s'agissait d'une communauté très, très complexe. Parce que moi, je donnais des cours d'italien standard et mes étudiants venaient me disaient « Oui, mais les gens ne parlent pas ça. Ils nous parlent des dialectes napolitains, siciliens. » Donc, c'était un cours qui, au final, n'avait pas vraiment beaucoup de sens en soi, à part qu'on avait des très bonnes collations offertes par Santa Cabrini et on passait des bons moments à étudier plutôt une langue qui allait leur servir dans leur voyage en Italie plutôt que vraiment dans le contact avec leurs patients à l'hôpital. Donc ça m'avait déjà un petit peu découragé par rapport à cette étude, mais on verra ça plus tard. En tout cas, il y a deux grands axes de mon travail qui ont à faire avec la langue. D'une part, les pratiques langagières, donc voir vraiment comment les langues sont parlées. Quand je parle de pratiques, c'est vraiment des pratiques en considérant les langues comme un tout, mais aussi ensemble, dans ces pratiques dites mixtes et hybrides, où les langues elles se mélangent les unes avec les autres dans le quotidien des gens. J'ai travaillé aussi beaucoup sur les phénomènes de contact, essayer de comprendre pourquoi les gens font du code switching, code mixing, à quel moment on passe d'une langue à l'autre. Est-ce qu'il y a un sujet qui fait que le passage est plus imminent que, par exemple, chez les Portugais plutôt que les Italiens? Aussi de voir les conséquences du contact. Conséquences du contact, c'est toutes les interférences à niveau aussi de prononciation. Comment même une troisième génération à Saint-Léonard, d'origine italienne, peut avoir ou forcer un petit peu un accent italien en anglais. Qu'est-ce que c'est ce travail de justement en lien avec la construction identitaire? Est-ce qu'il y a à faire avec une construction identitaire? Et bien sûr, la question de la variation, parce que quand je parle de portugais, on verra le portugais, il y a une variation, il y a des gens qui parlent un portugais qui est plutôt le portugais continental, qui est déjà très différent, et puis la variation des îles, le portugais de Madeira, le portugais açorien aussi, qui diffère aussi selon les îles. Mais en Italie, on a une variation qui va au-delà de la langue italienne. Donc l'italien qui peut être régional, on a un italien qui est plutôt du Latium, donc c'est central, on a une communauté très forte sicilienne, donc on a une influence du sicilien, une influence du napolitain. Dans la communauté qui est plutôt du nord-est, on a une influence du friolan, etc. Mais au-delà de ça, aussi la présence d'autres langues qui n'ont rien à faire, si vous voulez, bon, c'est des langues romanes, qui ont affaire avec l'italien, mais ne sont pas vraiment des enfants de l'italien, on pourrait dire. C'est plutôt des cousins, des cousines. Donc le sarde, le faetard, donc le franco-provençal des Pouilles. L'arbreche, là on parle d'une langue qui n'est pas de la même famille, donc un albanais qui est parlé depuis le XIVe siècle dans le sud de l'Italie et qui s'est transféré à Montréal et qui se maintient presque plus à Montréal qu'en Italie. Donc il y a vraiment beaucoup de choses à dire par rapport à la variation de ces pratiques. Dans le deuxième axe, j'ai travaillé beaucoup plus ce qui a à faire avec la représentation, les représentations. Donc ici, c'est plutôt la partie discursive, voir comment les gens construisent des discours épilinguistiques sur les langues à propos des questions comme l'identité, donc langue-identité, mais aussi la pureté d'une langue, qui détermine que l'italien que je parle est un italien pur, qui dit que le portugais qui est parlé au sein de la communauté est un bon portugais. Qu'est-ce que ça veut dire ce bon portugais, ce vrai portugais? Donc, des représentations, des imaginaires, des idéologies tout autour de cette idée de pureté. Bien sûr, quand je parle d'importance de la langue, c'est tout à fait à faire avec le pouvoir d'une langue. Comment on détermine aussi le pouvoir d'une langue au sein de la communauté? Est-ce que c'est un pouvoir plutôt du point de vue identitaire, en tant que marque identitaire, ou c'est un pouvoir différent? Déjà, là, je peux vous dire qu'il y a une grande différence entre les Portugais et les Italiens. Les Portugais défendent une position du portugais en tant que langue internationale et de langue forte que les Italiens ne peuvent pas. Les Portugais, souvent les petits, quand j'allais faire mes observations dans les écoles, me disaient « mais le portugais est la 7e langue la plus parlée du monde », ou la 6e, ou la 5e. Parfois, ça dépend des enfants, ça dépend des chiffres, mais on essaye les Italiens ne vont pas parler de ça. Donc souvent, l'apprentissage aussi de l'italien d'une personne de 3e, 4e génération ne peut pas jouer sur ce discours de pouvoir de la langue sur le point de vue international, mais doit s'attacher à d'autres éléments. Donc l'élément culturel, par exemple, la musique, l'opéra, la nourriture. Donc d'autres éléments qui n'ont pas forcément
à voir avec ce pouvoir du marché linguistique dont Louis-Jean Calvet parlait dans ses écrits. Et bien sûr, tout cela, quand on parle de pouvoir des langues, ça joue beaucoup par rapport aussi aux politiques linguistiques. Quand on parle de politique linguistique, c'est vrai que, j'imagine ici au CRIEM, on pense tout de suite au macro. Donc, on pense à la loi 101, loi 22, ce que le Québec a fait. Mais non, la politique linguistique, en linguistique, ça part de la famille. La politique linguistique, ça peut commencer chez les parents qui vont décider quelle langue on va transmettre à notre enfant. Pourquoi? Parce que c'est une décision, c'est une politique, c'est une décision qu'on va prendre entre parents et un choix qu'on va faire et qui va avoir des conséquences sur la transmission, sur le maintien d'une langue. Dans cette maladie peut-être aussi que j'ai attrapée, donc la montréalologie, j'ai aussi eu envie d'aller au-delà de ces deux communautés. Donc l'année dernière, avec 3 collègues, donc Elsa El-Hachem Kirby de l'Université libanaise, Justina Selvelli qui est italienne mais elle travaille à l'Université de Ljubljana en Slovénie et Urszula Majdanska-Wachowicz de l'Université de Zielona Góra en Pologne, on a construit un projet qu'on va présenter au CRSH sur d'autres communautés qui auraient besoin d'être explorées du point de vue de la langue. Bon, la communauté libanaise, grâce à Elsa, la communauté arménienne, qui est une communauté très intéressante aussi du point de vue de la langue. L'arménien, qui n'est pas l'arménien de la République d'Arménie d'aujourd'hui, qui est la variété de l'arménien oriental, mais qui plutôt serait dans les pratiques de l'arménien occidental, qui est celui de la diaspora qui a quitté les territoires après occupés par la Turquie, et la communauté polonaise aussi par rapport à la pratique du polonais comme langue. Et bien sûr, il y aurait d'autres communautés qui m'ont intéressé dans tout ce parcours. J'ai travaillé avec une étudiante en master, à la maîtrise en France, sur la communauté iranienne. Il y a déjà 2-3 ans, donc c'est sûr, c'est une maîtrise, c'était une première exploration par rapport à cette communauté. Et à la pratique, à des questions identitaires, je peux vous dire que ce n'était pas un mémoire facile à gérer. Entre autres parce qu'il y a eu plein de difficultés, il y a eu le Covid, mais il y a eu beaucoup de difficultés à retrouver des gens qui veulent participer à ce type de travail sur l'identité, toujours soucieux de mais qu'est-ce qui se passe après? Est-ce que ça va être publié? Donc la question aussi éthique et déontologique a été un point très important tout au long de ce projet dans lequel on pourrait dire on a participé. Mais alors pourquoi j'ai attrapé cette maladie? Pourquoi Montréal? Pourquoi ce contexte m'intéresse particulièrement? Bien sûr, on connaît Montréal comme contexte particulier. Pourquoi? Parce que on pourrait dire que j'ai parlé souvent du croisement, du rond-point entre les différentes politiques qui ont été prises du point de vue fédéral et du point de vue provincial, entre autres deux façons de penser différentes, le multilinguisme depuis Trudeau de ce Canada en tant que fédération, mais cet interculturalisme et interlinguisme envers le français, la francisation que la province du Québec a pris. Bien sûr, les politiques linguistiques, et dans ce sens plutôt macro, à niveau du Québec, de la province, ont été un facteur très important dans mon choix. La communauté portugaise, c'est la communauté des deux qui a subi le plus peut-être le changement des lois. Pourquoi? Parce qu'il y a eu toute une partie qui est arrivée juste avant la loi 101 et qui est plutôt anglophone, et une partie qui a émigré après, qui est plutôt francophone. Mais dans la communauté portugaise, ce qui se passe, c'est que ceux qui sont arrivés plus tôt sont souvent des Açoriens et des Madériens, donc ils viennent des îles, donc ils parlaient déjà une variété de portugais et sont plutôt anglicisés. Et après, il y a ceux qui sont appelés les continentais, donc les continentaux, qui sont arrivés plus tard et ils se sont francisés. Donc là, on a vraiment déjà une division par rapport au choix de la langue, mais aussi par rapport à la variété de la langue portugaise, de la langue d'héritage qui était parlée au sein de la communauté. Et c'est ça qui m'avait amené au début de mes recherches sur Montréal et sur la diaspora portugaise à m'intéresser à cette communauté du point de vue de la langue.
Bien sûr, un autre point important que je pense qu'il faut souligner par rapport à mon choix de Montréal, c'est qu'ici au Québec, on a assisté à nombreuses politiques aussi en faveur des langues dites d'héritage ou d'origine. Et donc, des programmes comme par exemple le PELO, que vous devez connaître très bien, qui ont fait que des familles issues d'un parcours migratoire ont pu, entre autres, avoir accès à un enseignement de la langue. Et ça, c'est très important parce que ça veut dire que la province a un petit peu pallié ce que la famille déjà faisait à niveau des politiques linguistiques. Parce que c'est bien, une famille peut, comme je vous ai dit tout à l'heure, les parents peuvent décider, OK, ça c'est notre choix, on va parler le portugais. Tous les deux, mais je peux vous dire, au quotidien, ça devient un petit peu difficile. Et donc, si on n'est pas assisté par, dans ce cas, c'était les cours du samedi de l'école de la Missa Santa Cruz, qui intervenaient avec aussi, entre autres, l'apport de la langue standard, de la langue normative, de l'apprentissage de l'écrit et de la grammaire, de l'étude vraiment de la langue que les parents ne peuvent pas forcément apporter. La transmission de la langue aurait pu être plus longue et peut-être moins complète, si vous voulez. Une autre chose, bien sûr, quand je parle de contexte particulier, le fait de cette double majorité qui avait été décrite dans les années 80 par Anquetil entre l'anglais et le français, d'un contexte où les deux langues, de toute façon, doivent cohabiter, si on le veut ou pas, même si on dit Montréal est au Québec, le Québec est francophone, on sait bien quand on se balade dans Montréal que les deux langues cohabitent. En plus, justement, de toutes ces langues d'héritage dont je vous parle, parce que si vous faites attention, quand vous allez dans le petit Portugal, comme quand vous allez dans la petite Italie, c'est peut-être moins l'italien, c'est plus des dialectes. Si on est vraiment attentif à l'oreille, on va voir que les pratiques de ces langues vraiment sont vivantes. Elles ne sont pas mortes avec l'intégration dans la ville. Donc ça, c'est un point positif pour moi. Alors, maintenant, on va faire un petit voyage dans les deux communautés. Je vais vous les présenter aussi pour faciliter un petit peu la lecture de mes études et de l'analyse de mes résultats tout à l'heure. Donc la communauté portugaise, en compte sa date de naissance en 1953. C'était la première fois que des Portugais sont venus au Canada avec un accord entre les deux pays. Ça ne veut pas dire que des Portugais ne sont pas venus avant, mais c'est la date officielle, on pourrait dire, des accords entre les deux pays. La provenance de ces personnes-là était plutôt les îles, donc Madère et Açores, même si j'ai mis après, et du continent, plutôt le centre, à partir de Lisbonne vers Coimbra, donc qui est un petit peu la capitale culturelle et des études au Portugal, et le nord, notamment le Minho. Minho, c'est la région entre la Galice, en Espagne, et la région de Porto. Il y a beaucoup de gens qui viennent de cette région-là. Je ne suis pas vraiment quelqu'un qui travaille le quantitatif. Pour moi, les chiffres, j'ai toujours du mal. On est obligé. Parfois, j'ai fait ma thèse dans un centre à Paris, le CEPED, Centre de population et de développement, où il y avait beaucoup de démographes. À chaque fois que je présentais, j'avais peur parce qu'on me demandait « mais ils sont combien ?» C'était toujours des chiffres. Mais on en a parlé tout à l'heure avec Annick par rapport à comment on peut développer plein de cartes aussi avec des chiffres. Okay, on dit qu'il y a combien de personnes qui parlent italien, etc. Je peux vous dire que si on va vraiment voir dans les chiffres, déjà, quand je regarde Statistique Canada et la façon dont ils demandaient jusqu'à une certaine époque quelle langue était parlée à la famille, et on ne présentait pas forcément des langues qui sont en réalité parlés par les Italiens, ils étaient un petit peu obligés de répondre italien. S'ils n'ont pas d'autre option, ils vont dire italien. Mais moi, quand je vais observer ce qui se passe au sein de la famille, je vois que l'italien, ok, parfois est présent, mais parce que je suis là en tant que chercheur. Mais sinon, quand je vais après la messe et j'observe un petit peu ce qui se passe, souvent c'est des groupes de vieilles dames qui parlent entre elles et qui ont toutes la même origine, ce n'est pas l'italien qu'elles parlent. Elles parlent le sicilien, elles parlent le ciociaro. D'autres dialectes d'Italie. Donc, pas dialecte de l'italien, mais d'Italie. Donc, c'est des langues qui existent sur le territoire italien. Donc, là, je suis obligé de vous donner des chiffres, mais je vous dis toujours, il faut les prendre peut-être avec des pinces à chaque fois. Chose intéressante, dans ce contexte montréalais, on va trouver un espace qui a été conçu par les Portugais comme étant leur maison. Donc, ce fameux petit Portugal
même si à partir des années 70, Da Rosa a étudié beaucoup le départ de ces Portugais de ce quartier, surtout autour du Square Saint-Louis, et qui sont allés vivre à Laval et dans d'autres banlieues de Montréal. Mais c'est sûr, ils ont gardé cet esprit communautaire dans ce quartier. On a notamment le centre, qui est la Missão Santa Cruz, qui anime la vie communautaire de ce quartier. C'est là où se passe la vie religieuse, entre autres, l'enseignement du portugais, parce que la Missão Santa Cruz, qui est l'église que vous voyez en bas à gauche, a une école qui est justement le bâtiment à gauche de l'église, qui maintenant regroupe tout l'enseignement du portugais le samedi à partir du primaire jusqu'à la fin du secondaire. Donc, ce qui était avant l'école lusitane, qui avait un autre bâtiment. Le fait que maintenant ils sont regroupés dans le même bâtiment, ça vous donne déjà une idée de la chute à niveau des apprenants. Mais bon, la COVID aussi a pas mal joué en faveur de cette chute. Autour aussi de l'église, ce qu'on va retrouver, c'est beaucoup d'associations. L'association portugaise, qui est la plus ancienne association portugaise au Canada, qui se trouve justement sur Rachel, mais aussi le club portugais et d'autres, et tout ce qui a à faire aussi avec le monde portugais. On pourrait dire tous les restaurants, les bars, les boutiques qui ont à faire avec la vie communautaire. Je vous ai mis aussi deux photos qui selon moi sont très intéressantes. Une parce qu'elle vous montre comment la vie a été transportée du Portugal jusqu'ici. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu un petit peu l'été ici dans le petit Portugal, mais souvent à partir de début mai, quand il y a au Santo Cristo, que c'est la fête des Açoriens, il y a pas mal de manifestations qui ont à faire bien sûr avec l'église et des processions tout autour entre Saint-Laurent et Saint-Urbain, en montant de Rachel jusqu'à Mont-Royal, parfois aussi Saint-Joseph. Donc c'est ça le tour qu'on fait le plus souvent avec les processions. En bas à droite, par contre, je vous ai mis un azulejo de l'école, que entre autres j'ai choisi pour la couverture de mon livre, qui dit « Ma patrie est ma langue ». Donc c'est une phrase de Luís de Camões, le père de la langue portugaise. Mais sachez que du point de vue sémio, c'est très intéressant ce message, parce que c'est ce que les enfants qui vont être scolarisés en langue portugaise et qui vont le samedi, c'est la chose qu'ils voient avant de rentrer et quand ils sortent. Quand même, c'est un message assez important pour l'enseignement d'une langue que certains de ces enfants sont de 3e, 4e génération, qui est la langue de ses grands-parents, de ses arrière-grands-parents, de voir « ma patrie est ma langue ». On voit bien, si on veut aller un peu loin, le discours caché sous ces mots. Ici, donc d'une communauté qu'on va voir un petit peu rassemblée dans un seul centre et dans un seul quartier qu'on va appeler aujourd'hui de quartier portugais à Montréal, on arrive à une communauté qui est beaucoup plus grande, dans beaucoup de sens, la Comunità Italiana. Donc déjà, c'est une communauté dont on n'a pas vraiment de date de début. On a beaucoup d'Italiens qui se sont installés déjà à Montréal de la fin du 19e siècle et on a des flux plus ou moins réguliers jusqu'aux années 70. Années 70, pourquoi? Parce que, comme vous le savez, l'Union européenne déjà avait facilité un petit peu le processus de migration vers les États de l'Union européenne et beaucoup d'Italiens se sont dirigés à nouveau, parce qu'ils avaient déjà émigré dans des pays comme la France, la Belgique ou l'Allemagne, mais ils se sont redirigés vers ces pays plutôt que venir jusqu'en Amérique du Nord. Ici, on a une communauté qui est de provenance de différentes régions aussi. Pour faire court, c'est plutôt le centre-sud. Donc, je vous conseille de couper l'Italie en deux, de Rome jusqu'à Pescara. Donc, tout le sud est concerné. Par contre, après, il faut aller jusqu'au nord-est, donc la région des Vénéties, donc la région de Venise, et le Frioul, qui est la région la plus orientale vers la Slovénie, qui est intéressée aussi. On a une communauté qui est beaucoup plus vaste. On parle de plus de double si on regarde toujours nos statistiques Canada, et en sachant que quand je regarde les chiffres, je ne considère pas vraiment
les langues parlées, mais je dois voir quand il déclare par rapport à l'origine ethnique. Donc c'est ça que je prends comme chiffre, pour vraiment avoir un peu plus une idée réelle de qui est d'origine italienne. Et donc ça ne veut pas dire que tous ces gens-là parlent l'italien, bien sûr. Mais ici, quand on parle de Petite Italie, le processus est un petit peu plus complexe. On a ce qu'on appelle les vestiges de la Petite Italie. Les premiers Italiens se sont installés plutôt dans ces quartiers-là que vous pouvez voir. Donc, le quartier aux alentours de Bonaventure. Puis, Villemar aussi, il y avait beaucoup d'Italiens qui se sont installés dans cette partie-là et la partie aussi du sud-est. Mais... du sud, pardon. Mais on commence à parler vraiment de Petite Italie à partir des années 10. Mais pourquoi? Parce que c'était à ce moment-là qu'il se développait, entre autres, partout en Amérique du Nord, ça a commencé par New York, Chicago, etc., les Little Italies. Donc on a eu besoin de parler d'un quartier qui s'appelait quartier portugais. Un historien très connu de l'Université de Montréal, Bruno Ramirez, a travaillé beaucoup sur justement l'implantation de la Petite Italie en tant que telle. Et aussi, ce qui est intéressant dans ses écrits, le passage de Little Italy à Petite Italie, avec la francisation. Donc c'est intéressant aussi de voir ça dans ses écrits. Mais on sait bien aussi qu'à partir des années 50, beaucoup d'Italiens ont commencé déjà à quitter le Mainland, la partie Mainland, petite patrie, donc de la Petite Italie qu'on connaît aujourd'hui, pour aller plutôt vers l'Est. Au début, ils sont allés vers Saint-Michel, après, ils sont déplacés vers Montréal-Nord, Saint-Léonard et Rivière-des-Prairies. Bien sûr, aujourd'hui, on a des Italiens un petit peu partout, hein. Ils ont continué à bouger, à Laval, Terrebonne, aussi... dans la rive sud, on a beaucoup d'Italiens, mais c'est vrai qu'on va retrouver beaucoup de concentration dans ces quartiers-là. Souvent, on parle de la nouvelle Petite Italie comme étant Saint-Léonard, même si, quand j'écoute les gens, on me dit que maintenant c'est en train de changer aussi. Et donc Saint-Léonard, ce n'est pas vraiment italien comme considéré. Ce qui est intéressant pour retracer un petit peu ce passage vers l'Est, c'est de voir la construction des églises italiennes d'un quartier à l'autre. Et le développement des paroisses où la messe était donnée en italien, qui existe encore aujourd'hui. Entre autres, on connaît Carmelo, qui se trouve à Saint-Léonard, Notre-Dame de la Défense, Difesa, qui est celle en bas à droite, qui se trouve sur Dante. Notre-Dame de la Consolata qui se trouve sur Papineau et Jean Talon, Pompéi qui est plus haut vers Sauvé, etc., etc. Donc on a encore beaucoup d'églises ici où le rite est proposé, la messe est proposée en italien. Donc par rapport à la communauté portugaise, on n'a pas qu'un endroit, mais on a plusieurs. Donc on voit déjà qu'il y a une décentralisation, on pourrait dire, de la vie religieuse, mais aussi une décentralisation de l'enseignement de l'italien, parce que l'enseignement de l'italien se fait, non, on a dit pour la communauté portugaise, c'était une école, qui a l'école, le primaire et le secondaire. Ici, on doit se baser sur deux associations. Le PICA, c'est un patronat, on appelait à l'époque, donc c'est un petit peu comme un syndicat qui avait été créé pour l'aide aux migrants et qu'au début donnait des cours d'italien. Et à partir d'une certaine époque, à partir des années 50, ils ont pris comme axe de privilégier celui de l'enseignement de l'italien. Entre autres, pourquoi? Parce qu'ils avaient besoin de créer justement une communauté italienne. Beaucoup d'Italiens m'ont dit qu'ils sont devenus italiens à Montréal. Donc, ils ont quitté l'Italie, ils n'étaient pas italiens. Donc, imaginez-vous l'importance de l'apprentissage de la langue qui était censée être la langue de leur pays sur le territoire canadien, québécois, montréalais, si vous voulez. Et aussi, à niveau de la vie associative, il y a beaucoup d'associations, beaucoup de clubs. On aura aussi beaucoup de restaurants, bars, ce que vous voulez. Mais on a deux grands centres culturels. Donc, la Casa d'Italia, en bas à gauche, que vous connaissez très bien, qui se trouve sur Jean Talon. Et à Saint-Léonard, on va trouver le Centro Leonardo da Vinci, donc le centre Léonard de Vinci, dans l'est de la ville. Ici aussi, il y a quelque chose à dire par rapport au fonctionnement des deux centres. Le centre Leonardo da Vinci, quand j'ai parlé avec son directeur en 2019, la première chose qu'il m'a dit,
ce centre est né du besoin. Les gens avaient besoin d'avoir un centre de ce côté de la ville. Ils ne voulaient pas aller à la Casa d'Italia tout le temps, pour n'importe quelle activité. Et quand on va voir la Casa d'Italia d'aujourd'hui, on se rend compte très vite que oui, il y a un contexte italien, mais une ouverture aussi sur le quartier. Donc, on a conscience que la petite Italie d'aujourd'hui n'est pas la petite Italie des années 50, donc il ne faut pas être que pour les Italiens. Et donc, on a une ouverture, entre autres avec le changement de nom, parce que maintenant, on l'appelle Maison d'Italie et pas Maison d'Italie, Casa d'Italia, donc Casa d'Italia qui passe en deuxième plan, pour montrer de quelle façon ce centre culturel et communautaire a dû s'ouvrir aux autres communautés, chose que ce n'est pas la même chose à la Missao Santa Croce, par exemple. Maintenant, à niveau de méthodologie, comment j'ai approché les deux communautés? Mon point de départ de sociolinguiste est de faire une étude et une description des deux communautés. Donc, quand je parle de communauté, ce n'est pas forcément du point de vue des quartiers, donc je ne suis pas un urbaniste, donc je n'ai pas vraiment ce axe ce point de vue que je mets, mais plutôt dans leur ensemble par rapport justement à cette étude des pratiques et des imaginaires. Bien sûr, j'ai dû croiser des disciplines différentes, les disciplines dans lesquelles je me retrouve, donc la sociolinguistique, le contact de langue, la dialectologie, mais j'ai dû aussi passer par des études de migration, de communication interculturelle, de voir comment, quand on parle d'intégration aussi, on est obligé de parler d'interculturel et de quelle façon. Bien sûr, la question discursive, comment on construit les discours, comment on développe les discours, comment on les transmet, comment on les impose aussi au sein d'une communauté, la question de l'identité étant une question principale. J'ai réalisé beaucoup de terrains de recherche entre 2011 et 2024. À la base, avec un questionnaire que je proposais dans les centres culturels, mais aussi dans les bars, dans les restaurants, parfois un petit peu en rencontrant aussi les gens dans la rue. Donc, j'ai vraiment essayé de tout faire avec mon vélo d'ici, où j'habitais, de Saint-Urbain jusqu'à Rivière-de-Prairie, pour rencontrer des gens, pour les interviewer, ensuite avec des entretiens semi-directifs et beaucoup d'observations. Beaucoup d'observations dans le sens que j'ai assisté à beaucoup de messes, beaucoup de post-messes, beaucoup de fêtes familiales. J'étais aussi à des mariages, des funérailles, etc. Pour voir un petit peu comment la vie communautaire est, mais aussi pour observer comment les langues jouent au sein de ces activités-là. Et j'ai oublié. Et tout au long de ce parcours, entre 2011 et 2024, j'étais tout d'abord en accueil au CETUM, donc à l'Université de Montréal, et ensuite à partir de 2018-2019, ici au CRIEM. Une chose intéressante à niveau de la méthodologie, ici je vous propose le début de mon questionnaire en italien, ce n'est pas pour vous faire de l'italien, mais une des choses intéressantes, c'est que de tous les questionnaires que j'avais donnés au sein de la communauté portugaise, je les ai tous reçus, presque tous, et complets. Avec la communauté italienne, ce qui s'est passé, c'est que souvent, les gens m'ont proposé de le faire avec eux. Donc ça donne déjà une idée de leur pratique de l'italien à l'écrit. Et sincèrement, moi je disais, ok, on peut, mais ce n'était pas forcément, le chercheur n'est pas censé accompagner par rapport à compléter un questionnaire. Donc, mais c'est une information, je pense, intéressante qui nous fait réfléchir par rapport à l'écriture dans la langue et aussi un sens de insécurité linguistique dans cette langue qui a été apprise. J'ai deux corpus, donc un corpus que j'ai appelé Montport et un autre Montreal, où vous pouvez voir il y a une grande différence parce que ces deux études, je pense que dans le deuxième, c'était un peu rodé, hein. J'arrivais déjà de la thèse, donc je savais un petit peu comment travailler, mais c'était une communauté beaucoup plus grande, donc bien sûr, il y a beaucoup plus d'entretiens. Pourquoi je mis 100 et plus? Parce que j'ai 100 personnes que j'ai décidé
je travaille sur ces entretiens-là, mais après, j'ai beaucoup d'autres personnes que j'ai interviewées en plus de ça. Donc vraiment, c'est vrai que la COVID m'a un petit peu ralenti, mais entre-temps, ça m'a donné un petit peu plus de temps. Donc j'ai eu beaucoup plus de gens à interviewer. Une autre chose qu'on pourrait voir, c'est le choix des langues, notamment quand je connaissais les gens, comme je vais travailler sur la variation de la langue, c'est sûr que je proposais un entretien en portugais pour les Portugais et en italien pour les Italiens. Mais il y a eu des moments où les gens m'ont dit non. Can we switch? Est-ce qu'on peut changer? Mais comme vous pouvez voir, la communauté portugaise, sur 52, on n'a que 2 en français et 1 en anglais. Pour la communauté italienne, il y en a quand même 9 en anglais. Et c'est intéressant que c'est arrivé donc justement en cours, parfois au début de l'entretien, mais quand je n'avais pas forcément calculé que ça allait se passer comme ça. Donc la personne se protégeait, disait non, je ne suis pas très certain de mon italien, donc je parle anglais. C'est des entretiens que j'ai utilisés, je les ai exploités différemment, bien sûr, parce que ça montre aussi, il y avait beaucoup de switch. Hein. Quand je vous parle d'un entretien complètement en français ou en anglais, ça n'existe pas. Au sein de ces communautés, il y a beaucoup de switch en tout cas. Dans les 2 cas, beaucoup d'observations, beaucoup de récits de vie. Pourquoi? Parce que les gens, j'essayais quand même, c'était des entretiens semi-directifs, donc j'avais mes questions, mais je suis conscient que quand on va parler de parcours migratoire, surtout pour les personnes de première génération, il faut être sensible aussi au trauma que les gens peuvent vivre. Donc souvent, je me retrouve avec des entretiens très lents parce que les gens vont me raconter leur vie. Donc au début, je dis, parlez-moi de vous, parlez-moi de votre arrivée à Montréal. Et de là, je pouvais commencer à proposer mes questions. Donc on va dire que c'est vraiment un entretien semi-dirigé, mais très libre aussi, où les gens vraiment pouvaient me raconter l'ensemble de leur vécu. Là-dedans, quand je parle de langue, au-delà du français et de l'anglais, si je pense aux langues que je voulais observer, comme je vous ai dit tout à l'heure, je vois que dans les entretiens avec les Portugais, je retrouve une variété du portugais qui va du portugais continental au portugais des îles. Quand je vous parle de l'italien, j'ai eu la chance, parce que je pense que c'est vraiment une chance, en allant un petit peu parfois avec mes questions, parce que je me rappelle quand j'ai connu la personne qui parlait Albrecht, que j'ai mal écrit d'ailleurs, m'a dit « mais je parle un dialecte, mais ça ne sert à rien ». Je dis « non, mais quel dialecte ?»« Mais c'est un dialecte albanais ». « Ah bon ?» Et donc, arriver à retrouver encore une locutrice, dans ce cas, c'était une locutrice d'une langue qui est très peu parlée en Italie et qui est une langue qui est issue de ces Albanais qui ont quitté l'Albanie au moment de l'invasion turque et se sont installés au sud de l'Italie. Ils ont développé des petites îles linguistiques là-bas et qu'après, avec la migration des années 50, sont venus jusqu'ici quand même. Je ne sais pas si, mais pour vous, ça fait quelque chose, mais pour moi, comme linguiste, c'était « oh, that's good ». C'est bien. La même chose avec le Faital, parce que le Faital, c'est un franco-provençal parlé au sud de l'Italie. C'était des communautés aussi que, pour des questions religieuses, cette fois-ci, c'était des Vaudois qui quittaient le nord de l'Italie et qui se sont déplacés au sud de l'Italie. Ils ont apporté leur langue, donc ils parlent ce franco-provençal au sud de l'Italie. Après, on a des questions de langue beaucoup plus visibles comme le sarde. Il y a beaucoup de sardes ici à Montréal, entre autres une association sarde, des sardes de Montréal qui est très, très active, ou les Frioulans aussi, avec leur propre pratique. Donc, c'est vrai qu'on voit un certain déséquilibre entre les 2 communautés à niveau déjà du corpus en soi, à niveau des entretiens, mais aussi à niveau de la variété et la complexité, on pourrait dire, de la pratique langagière qui est issue de tous ces corpus. Ici, ce que je vais faire, et vous allez voir dans mes résultats, je vais vous proposer toujours en bleu le portugais et en noir pour l'italien. Pour des raisons de temps, j'ai essayé de concentrer cette présentation sur quelques questions que je me posais pour essayer d'interpréter qui, quoi, quelle langue est parlée au sein de ces communautés, pour vous faire découvrir un petit peu comment dans ces communautés vivent les langues et se transmettent.
Alors, la première des questions que je me posais, c'était qui parle une langue. Ici, c'est plutôt des exemples de la communauté italienne. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, le premier méthode d'approche que j'avais avec les gens, c'était le questionnaire. Donc, je recevais un papier et sur le papier, j'allais lire ce que les gens me disaient par rapport à leur pratique langagière. Il y avait des questions par rapport à qui tu parles le portugais, comment tu le parles, comment tu te juges aussi par rapport à ce portugais. Donc, j'ai dit avec qui tu le parles, où tu le parles, aussi quand tu le parles, avec un quand qui essayait plutôt de voir un niveau de la fréquence. Il y avait des gens qui me disaient, mais moi je parle que ça, 100% de ma journée. Après, je peux vous dire que quand j'allais les observer, quand j'allais déjà les rencontrer à l'entretien, je voyais un petit peu ce qui se passait dans la famille, je me disais, ça c'est intéressant, ce n'est pas vraiment ce qu'on me raconte. Si c'est un bon exemple, c'est celui d'Angela qui me dit, elle me parle de ses enfants, mes enfants ils n'ont pas voulu apprendre l'italien. Je leur parle italien, ils me comprennent, mais ils me répondent en français. Donc ça, pourquoi cet exemple? Parce que c'est un cas classique de quelqu'un qui a voulu peut-être comme politique familiale enseigner l'italien. Les enfants le comprennent, donc ils ont plutôt un passif, mais ils répondent en français. Donc on a un code switching qui est fait sur plusieurs générations. Donc ça veut dire que les deux langues cohabitent dans la même famille, dans le même espace. Mais ce qui s'est passé, et je ne l'ai pas mis ici, mais c'est ma petite parenthèse que je vais ajouter, quand je suis en entretien avec Angela, après un moment, elle reçoit un appel. Elle me dit, c'est ma fille. Je dis, OK, allez-y. J'ai tout enregistré. Et elle commence à parler, et elle ne parle pas l'italien. Elle parle le sicilien. Donc déjà, ça, ce n'était pas peut-être une des premières, mais quand même, c'est arrivé assez tôt, cet entretien. J'avais déjà compris que quand je parlais d'italien, ce n'était pas le même italien pour tout le monde. Quand on me disait italien, c'est juste, c'est la langue que je parle, avec mes Italiens, si vous voulez. Et donc, j'avais à décomposer qu'est-ce que ça voulait dire, cet italien-là. Donc là, ce que je comprends de toute cette expérience, c'est qu'elle me parle de l'italien. Entre autres, elle me dit que ses enfants, elle l'a voulu scolarisé dans les cours de samedi en italien, qu'ils comprennent quand elle parle, mais pas l'italien, le sicilien, et ils vont répondre en français. Donc, entre autres, ça montre comment, au sein de la communauté, il peut y avoir des gens qui ont eu ce type de politique linguistique. Donc, à l'école, tu vas apprendre l'italien standard. À la maison, on va te transmettre la langue de la maison. Ça peut être le sicilien, ça peut être le napolitain, ça peut être n'importe quoi. Mais après, voir comment la transmission au sein de la deuxième génération, de la génération suivante, peut-être ça s'est coupé. Parce qu'il y a une certaine différence justement de langue et surtout d'usage des langues dans les différents moments de la vie. Domenico, c'est un autre exemple qui va nous aider un peu plus à comprendre le positionnement de l'italien au sein de la communauté et surtout l'apport de l'école. Pourquoi il me dit mes enfants parlent italien. Lui, c'est déjà une deuxième génération. Il est en train de parler. Lui, il est né à Montréal, de parents provenant des Pouilles. Il a été scolarisé, je pense qu'il est plutôt anglophone. Et ses enfants ont appris l'italien grâce à l'école. Mais il dit, ils ont commencé avec les nonni, avec les grands-parents, qui allaient les chercher à l'école. Après, ils sont allés tous les deux à l'école de l'italien. Mais ils n'étaient pas contents quand ils étaient enfants d'aller là-bas. Souvent, l'histoire qu'on me dit, ils étaient obligés d'y aller le samedi, ils ne voulaient pas, ils préféraient aller jouer au soccer, hockey ou whatever, mais pas vraiment la langue des grands-parents. Parce que si c'est des troisième générations, c'était un peu ça le discours qu'on me propose. Mais à un certain moment, ils arrivent à comprendre. Donc, dopo hanno arrivato, bon ça c'est un petit problème, mais du point de vue linguistique, à capire che è fantastico, c'est fantastique le fait d'être capable de parler une autre langue. Donc, cet exemple nous aide à comprendre. Déjà, du positionnement des grands-parents. Ça, c'est vrai, c'est la communauté italienne, mais c'est quelque chose que j'ai appris beaucoup aussi de mon étude sur la communauté portugaise. Le rôle des grands-parents dans la transmission de la langue. Souvent, grands-parents qui étaient mal intégrés sur le point linguistique, soit en anglais, soit en français. Ils parlaient très peu l'anglais et le français. Donc, leur langue était ou le portugais, ou dans ce cas, un dialecte d'Italie ou l'italien.
Mais après, aussi l'importance des écoles qu'on a vu tout à l'heure, les écoles communautaires, dans ce rôle de pallier les parents par rapport à la transmission de la langue. Et enfin, un troisième discours qui est celui de la découverte, si vous voulez, en âge adulte, de ces enfants par rapport à l'importance d'une langue, où on voit qu'il y a aussi un switch d'une langue qui passe de langue d'héritage et qui a à faire avec les grands-parents, le passé, l'immigration, à une langue d'usage réel qu'ils peuvent utiliser. C'est important d'avoir une nouvelle langue. Et là, des gens qui vont me dire, mais non, si je parle italien, je peux voyager en Italie. Je peux même utiliser ça dans mon CV par rapport à un nouvel emploi. Donc, il y a plein de discours pour montrer que on peut dire qu'il y a un glissement d'une langue qui est vue comme une langue du passé en lien avec la migration à une langue du futur, une langue du présent que je peux utiliser aujourd'hui. Deuxième question, et qui est celle peut-être sur laquelle je me suis penché le plus, c'est celle de comment je parle. Pourquoi comment je parle? Parce que là, je peux croiser mes études sur les pratiques, donc du réel, de la langue, comment elle est parlée, mais aussi les discours que les gens vont développer par rapport à ces pratiques. Et on parle là de discours épilinguistiques. Ici, on a Philippe. C'est un bon exemple parce qu'il me dit, quand il me parle de gli italiani, donc les Italiens, il est en train de parler des Italiens de Montréal. Il me dit « lo parlano storto ». Donc, il le parle, et storto, ça veut dire broken. Au final, on voit bien son côté anglophone, donc cassé, broken. Non il vero italiano, donc pas le vrai italien. Donc, il me dit « fais attention ». Ça, je pense que c'est mon entretien numéro 7. Donc, quand même, c'est assez au début qu'on me dit « attention, caution ». Tu fais attention à ce que tu vas recevoir. Donc, ils ont une notion quand même de l'italien qui est parlé au sein de la communauté. Et Rosa Maria me rassure en me disant aussi la même chose. Elle me dit « Io non parlo molto bene, je ne parle pas très bien, provo, donc j'essaye de parler le vrai italien ». Donc, tout ce que j'ai fait au sein de ces deux livres, mais ça c'est plutôt pour le livre italien, c'est d'essayer de courir après ce vrai italien. C'est quoi le vrai italien? Parce que souvent aussi, quand on me rencontrait, on me disait « mais oh, un vrai italien ». Je disais « ah bon ?» Parce que ce n'est pas non plus ma langue maternelle en réalité, parce que je viens de région où on parle un dialecte, donc je parle une langue gallo-italique. Mais l'italien, bien sûr, j'ai été scolarisé depuis mes 6 ans en italien, donc je parle italien, même si ce n'est pas la langue que je pratique le plus tous les jours. Mais avoir affaire toujours avec cette idée de comprendre c'est quoi le vrai italien m'a posé pas mal de questions, aussi à niveau de l'analyse. Pour les Portugais, ce qui s'est avéré, c'est un petit peu la même chose. Ce n'est pas vraiment de vrai qu'on parlait, on parlait beaucoup plus de bon portugais. Donc, quand je parle de la pratique du portugais dans mon livre, je parle beaucoup du bon portugais. Donc, le portugais qui serait bon et ce qu'on appelle souvent en lien avec la norma padrão, donc la norme standard du portugais. Et ici, je vous ai mis un exemple qui était assez intéressant, Flor Bella, parce que c'était au début de l'entretien avec elle. Donc, et on voit bien l'insécurité linguistique la jouer, dire « Attends, mon portugais, c'est ça veut dire un peu… » pas vraiment comme tu le penses. Et tout au long, et on a eu quand même 1 heure, 1 heure et demie, je ne me rappelle pas en détail, d'entretien ensemble. Elle a tout le temps parlé en portugais. Mais elle avait ce besoin de m'avertir en début de l'entretien. Ça, c'est quelque chose qui se passe d'un côté comme dans l'autre. Donc, cette idée d'insécurité qui s'installe chez le locuteur, la locutrice, et ce besoin de devoir avertir le chercheur par rapport à la possibilité d'une pratique qui n'est pas propre, qui n'est pas pure, si vous voulez, qui va nous faire réfléchir un petit peu par rapport justement à la notion de pureté, comme je vous disais tout à l'heure. Ensuite, quand on parle de langue, de pratique, on parle de discours par rapport à la langue, on est obligé de réfléchir un petit peu à comment cette langue peut avoir des impacts du point de vue de leur intégration au sein de Montréal. Et c'est pour ça que dans mon titre, je vous parle de questions de langue et d'identité. Et c'est pour ça que Montréal, comme c'est le sujet de nos conférences ici, devient un petit peu le sujet dans ma recherche. Comment Montréal a eu une importance ou a joué un rôle important tout au long de leur parcours d'intégration.
On peut passer de discours très positifs comme celui de Vincenza, une femme de 1933 avec qui j'ai passé des journées à boire des cafés et à pas dormir la nuit avec elle dans la petite Italie. Et elle me parle beaucoup de comment elle aime Montréal, comment elle se sent bien accueillie à Montréal. Et pourtant, je vous parle d'une personne qui a du mal à parler en français et du mal à parler anglais. Donc, sa vie et son intégration à Montréal, c'est avec qui? Avec les autres d'origine, elle est d'origine de la Campanie, du nord de la Campanie, très proche du Latium, donc entre Rome et Naples, vraiment à moitié. Et tout son voisinage, tous les voisins que j'ai vus et avec qui j'ai bu le café, viennent de la même région. Donc on voit que cette question d'intégration à Montréal peut être aussi prise un petit peu avec des pinces, si vous voulez, par rapport justement à qu'est-ce qu'on considère Montréal. C'est quoi Montréal pour elle? Après, on arrive à des discours sur là je vais switcher sur le troisième, Philomeno, qui vient aussi de Campanie, et il me parle beaucoup d'une société qu'il comprend, mais on a presque l'impression qu'il la voit de l'extérieur. Donc il me dit, ici, presque tout le monde est bilingue. Donc il n'est pas forcément un expert, mais c'est son point de vue. Presque tout le monde ici à Montréal est bilingue. Presque toute la population. Il y a quelques extrémistes quand même, anglais ou français, mais voilà, plus ou moins c'est ça son interprétation. Je me dis, quelle connaissance a quelqu'un, et là pour vous faire comprendre aussi, c'est quelqu'un que j'ai connu cette fois-ci à Saint-Léonard, qui habite à Saint-Léonard, et que dans le questionnaire déjà me dit de parler un peu français, pas forcément l'anglais, mais surtout à tous ses amis qui sont d'origine italienne, et il parle beaucoup le dialecte dans sa famille, etc. Donc on va voir que sa connaissance aussi de Montréal et de la société est assez intéressante. C'est pour ça que je vous dis, j'avais presque l'impression, ça c'est un exemple, bien sûr, j'en ai eu plein d'autres, où on me propose presque un point de vue extérieur à la ville dont on dit qu'on est intégré. Et donc c'était intéressant de voir, mais pourquoi il est en train de me décrire ces gens-là? Pourquoi il ne s'inclut pas aussi quand il parle de Québécois? Et donc là, bon, la question de l'identité, on la verra plus tard. Pourquoi le fait de ne pas se sentir Québécois? Anyways. Après, Dora nous fait réfléchir sur un autre point. Elle dit, elle nous parle de la scolarisation et du fait d'être intégré plutôt dans le système anglais. Donc ici, on a quelqu'un qui commence à nous proposer une information qui est celle de la scolarisation, du choix de la scolarisation, donc à l'époque où sa famille est plus scolarisée en anglais. Donc il y avait la possibilité de le faire. Bon, on sait bien qu'à partir de la loi 101, ça n'a pas été le cas, et etc., etc. Donc un point intéressant. Si on continue, on va voir que par rapport justement toujours à cette intégration, on peut avoir le point de vue, ici on a du point de vue du portugais, cette idée de aide grâce aux classes d'accueil pour apprendre le français et de se sentir bien intégré à la société parce qu'on leur donnait cette possibilité. Et on voit Teresa, avec qui j'ai passé beaucoup de temps aussi, parce qu'entre autres, elle travaillait pour la commission scolaire. Donc, elle a un point de vue au sein de la commission par rapport à toute cette époque, entre autres la bataille de Saint-Léonard qu'on connaît un petit peu, et toute cette époque de questionnement par rapport à la scolarisation des immigrants, où elle me dit, elle essaie un petit peu de défendre ce que souvent les Italiens essayent d'attaquer, comme les Québécois ne voulaient pas d'Italiens dans l'école, et nous dit non, non, moi j'étais dans la commission, on n'était pas prêts. On a reçu tellement de monde qu'on ne savait pas quoi faire. Ce n'est pas un problème de ne pas vouloir, c'était vraiment un problème de gestion plutôt qu'un problème linguistique. Mais bon, c'est sûr que c'est un discours, mais c'était intéressant selon moi de vous le proposer. Et pourquoi Teresa, c'est intéressant? Parce que j'ai découvert ce qu'elle faisait déjà la troisième fois que je l'ai interviewée. Parce que elle ne m'a pas forcément parlé de sa vie auparavant, elle parlait plutôt de sa vie de maintenant, de retraité, que de sa vie professionnelle. Comme je vous ai dit, c'était des entretiens assez libres, donc je n'allais pas forcément fouiller un petit peu dans ces affaires-là. Quand j'ai découvert ce qu'elle faisait au sein de la commission scolaire, c'est sûr que ça s'est révélé un personnage très important du point de vue de la découverte de ce type de discours. On arrive
Enfin, voir comment aussi cette intégration à Montréal peut être vue de points de vue différents. Cette idée de ici on mélange tout, comme nous dit Constantine, une femme de 3e génération. Tu le sais, ici à Montréal, on mélange tout, l'italien, le français, l'anglais, mais en plus l'italien. Et elle me dit ça pourquoi? Parce qu'elle a besoin de se défendre par rapport à cette idée de toujours faire du switch et d'être approchée comme quelqu'un qui parle mal, parce qu'elle est toujours en train de passer du coq à l'âne dans les discours et aussi dans les langues utilisées. Aussi un discours, Catherine, toujours une 3e génération, qu'elle parle de son quotidien. Donc le fait, quand je leur dis « mais quelle langue tu parles le plus ?» c'est difficile pour moi. Donc de cette difficulté de devoir choisir entre la pratique, parce que ce n'est pas possible. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle mélange tout le temps. Ces 2 langues sont toujours dans son quotidien. Et on arrive à ma dernière question, qui est au final, qu'est-ce qu'on a à dire après avoir vu comment les pratiques langagières sont importantes au sein d'une communauté, comment elles sont jugées, comment on s'intègre au sein d'une communauté, mais comment on se sent aussi au sein de cette communauté. Est-ce que l'identité, qui est un processus très difficile à étudier, parce qu'on parle de quelque chose qui est à la fois individuel, mais est aussi collectif, parce que c'est un processus collectif, de construction d'un collectif. Comment on peut se sentir, comme Daniel a dit, plutôt italo-québécoise que italo-canadienne? Et pourquoi d'autres sont plutôt italo-canadiennes, et même ils me le disent en anglais, plutôt que italo-québécois? Comment on peut voir que la langue reste quand même un marqueur important de l'identité? Victor, c'est un bon exemple. Il nous dit « la langue, c'est primordial dans mon quotidien. Donc, moi, je m'identifie à travers la langue. » Et regardez l'image qu'il utilise, parce que quand j'ai travaillé les représentations, je suis passé par plusieurs images des gens qui m'ont parlé de sang. La langue, c'est mon sang, c'est dans moi. Ou comme lui qui passe par une image religieuse. La langue, c'est comme la Bible. Donc, c'est quand même et c'est bien de parler de langue avec écriture pour comprendre aussi comment la norme peut être intéressante. Ou avoir des identités un petit peu en questionnement, comme le cas de Luciana, qui est une 1re génération, qui a émigré quand même assez tardivement, mais qui est toujours dans ce bouleversement identitaire entre, bah oui, c'est vrai, je me sens italienne ici, mais quand je suis en Italie, je ne me sens pas italienne. Je me sens quelque chose d'autre. Et donc de voir comment l'identité elle peut être quelque chose de fluide qui change par rapport au contexte dans lequel on va s'insérer. Et cette façon d'être in between un petit peu qui s'avère souvent dans des gens beaucoup plus de 2e, 3e et 4e génération, bien sûr, par rapport peut-être aux premières générations, où je vois parfois ou des gens qui vont rester plutôt liés à une identité de départ, qui vont me dire « moi je suis portugais, je serai toujours portugais », ou d'autres qui vont me dire « non, non, moi je suis canadien, parce que le Canada m'a donné beaucoup, l'Italie ou le Portugal m'a maltraité, c'est mon choix ». Et où on voit que la question langue, le marqueur langue, ne joue pas forcément dans cette idée de construction identitaire. Je termine, bon, vous connaissez bien un petit peu, j'ai travaillé, j'ai aidé dans la construction de l'épisode sur le Portugal de Vivre tous ensemble, donc je pensais que c'était bien de le partager avec vous aujourd'hui. Et je voudrais terminer avec quelques questions, donc c'est 6 points importants. Le premier, c'est plutôt du point de vue du chercheur. La responsabilité qu'on a peut-être aujourd'hui de travailler sur ces communautés. Pourquoi? Parce que ce que j'ai observé, c'est que les pratiques langagières, en général, de ces communautés-là, sont en train de se perdre. Mais pourquoi? Parce que le flux migratoire de Portugais et des Italiens, il n'y en a pas plus que tant aujourd'hui. Moi, c'est vrai, je suis italien, mais qui est arrivé à partir de 2011. Et je ne veux pas forcément m'intégrer au sein de la communauté qui est installée des années 50. Donc, on voit qu'il y a une certaine responsabilité du point de vue de l'étude de ces communautés parce que c'est des communautés qui sont cristallisées dans le temps. Il n'y a pas vraiment de continuité. Okay? Deuxième point, c'est la question de langue et de dialecte. Pourquoi la responsabilité peut être là en tant que chercheur en sociolinguistique, c'est parce qu'il y a des pratiques langagières réelles, comme celles que je vous ai dit en Faitar ou en Arbrecht, qui ne se sont pas étudiées maintenant avec les peu de personnes que j'ai pu retrouver qui vont le parler. Ça va se perdre. On va perdre des langues dont on n'aura pas la possibilité d'avoir d'enregistrement. Et on sait bien comment ça peut être important tout cela. La question de l'identité,
C'est sûr, c'est une question qui est très intéressante. C'est toujours, je pense, contemporain de réfléchir par rapport à l'identité. On peut l'attaquer de plusieurs disciplines, bien sûr, mais du point de vue de la sociolinguistique, c'est plutôt dans le discours épilinguistique qu'on va le voir et voir comment la langue, elle peut jouer un rôle de marqueur d'identité. Et je pense que c'est toujours en lien avec la responsabilité de mon travail là-dedans. La question de l'intégration, on parle beaucoup d'intégration comme quelque chose qui n'est jamais facile à décrire. Ce qu'il faut réfléchir peut-être par rapport à ces communautés, c'est qu'on parle d'une multi-accueil. Ils n'ont pas qu'une intégration au Canada, mais il faut considérer une intégration aussi au Québec, une intégration aussi à Montréal. Et il ne faut pas oublier une intégration au sein de leur propre communauté, parce que quand je vous disais qu'ils devaient apprendre l'italien pour se sentir faire partie de la communauté italienne, il y a aussi à jouer ce rôle-là d'intégration intracommunautaire. Et on a deux questions pour le futur. La responsabilité, et là c'est des communautés, de jouer sur leur propre survie, donc de comment transmettre aux jeunes déjà les activités associatives, les clubs, aussi comment donner peut-être un nouveau élan aux écoles du samedi, parce que si on voit dans les deux communautés, on voit que quand même la chute, c'est depuis 2000 que Joachim Eusebio a publié un livre justement sur l'école portugaise et on voit que les chiffres, déjà en 2000, et c'était bien avant la Covid, ça commençait à descendre. Je ne vous dis pas, après la Covid, comment ça peut changer. Donc, il faudrait peut-être retravailler ça, pas seulement au sein de la communauté, mais voir aussi ce que la ville, la province peut proposer aussi pour donner un petit peu plus de vitalité à cet enseignement et surtout pour la survie de ces enclaves ethnolinguistiques qui sont fondamentales, je pense, sur la carte montréalaise et qui distinguent justement des quartiers d'autres par une vitalité qui est linguistique, non seulement à niveau de la vue, comme on le disait tout à l'heure, mais aussi à niveau de ce qu'on va de lui, quoi, de l'oreille. Je vous remercie pour votre attention et si vous avez des questions, je suis ouvert à vous répondre.